Hello hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast dédié aux familles qui aiment parcourir le monde. Je suis Stéphanie, maman de 2 ados de 12 et 16 ans, tombée dans la marmite des voyages toute petite et complètement addicte depuis. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète sans prendre l'avion. Enfin, pas tout de suite. Dans ce podcast, on va parler itinéraire, à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et expatriation. Les parents voyageurs vont vous donner plein d'idées d'activités à faire avec les enfants, leurs bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et, bien sûr, leurs meilleurs ratés. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews, et des formats plus courts, mes top 5 des activités à faire en famille dans une destination, et les galères ton voyage, histoire d'éviter 2-3 trucs un peu chiants sur le moment. Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Pour Céline, découvrir un pays passe par l'exploration de sa gastronomie. Car oui, Céline est une voyageuse gourmande. Elle a donc créé un blog à son image entre guides de voyage, bonnes adresses et recettes du monde. En 2016, elle décide, avec son amoureux, de changer de vie. Enfin, l'hiver en tout cas. Ils vont accueillir les voyageurs en quête d'aurore boréale via leur agence de voyage, Aventure Boréale. Bah oui, ils s'installent donc pour 5 mois en Laponie. Ah, le pays des balades en chien de traîneau, des éleveurs de rennes, du soleil qui ne se lève pas beaucoup, et des siestes à -5 à l'extérieur. Allez, c'est parti pour le carnet de presque expat de Céline en Laponie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Eh ben plutôt pas mal. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves? Alors, je suis en Laponie finlandaise. Il fait -17 aujourd'hui et on est en pleine nuit polaire. Ce qui veut dire que vous n'avez pas beaucoup de soleil. On n'a pas du tout le soleil, en tout cas on le voit pas, depuis fin novembre et il va réapparaître que début janvier, mi-janvier, Waouh. selon où on se trouve en Laponie. Donc on le voit pas, on a peu de luminosité, mais il fait pas nuit noire tout le temps par contre. Mais là, ouais, on est sur des jours qui sont assez sombres, surtout qu'il fait pas très beau. Ça donne pas envie là tout de suite en fait. Les journées sont longues. La lumière que vous percevez, vous l'avez de quelle heure à quelle heure à peu près? Le matin, il fait assez noir. On va dire que vers 10h, 10h30, on a de la lumière et il va commencer à faire nuit sur les coups de 14h. Ah oui, c'est court. C'est assez court. Là, les jours vont rallonger, donc ça va aller très vite. On va rapidement avoir des journées plus longues. Et quand il fait beau, en fait, on va avoir vraiment de la lumière. Donc, il fait vraiment pas noir. C'est assez surprenant parce que beaucoup de gens pensent qu'on va vraiment être dans la nuit. Et on a comme un coucher de soleil, en fait, qui va durer très longtemps. Donc, les lumières sont superbes à cette période. Ah, bah, ça va un peu mieux. Ça Oui. donne plus envie. Je te le vends mieux, là. Oui, c'est bon. Mais c'est un pays qui fait rêver et qui attire de plus en plus. Mais on viendra là-dessus un tout petit peu plus tard. On va commencer par repartir en arrière. Et est-ce que tu peux nous raconter ton premier voyage en famille? En tout cas, celui dont tu te souviens. Je pense que mon premier voyage, celui dont je me rappelle, c'est celui que j'ai fait quand j'avais 5 ans. Et c'était à l'île Maurice, parce que ma maman est originaire de l'île Maurice, donc on est parti voir la famille, et on a dû y passer, je pense, 2 mois, quelque chose comme ça, donc c'était gros voyage. Waouh! Donc c'était plutôt cool. J'ai peu de souvenirs précis, on va dire, mais je me souviens de certaines choses qu'on a pu faire en famille, et c'était assez rigolo en fait de pouvoir y être si longtemps en fait, parce que ça a vraiment été voilà, on est en France et d'un seul coup on est à l'île Maurice et on vit le quotidien comme si je vivais là-bas en fait. Donc c'était plutôt chouette. Ah bah j'imagine. Mais alors, comment on passe de la France à des vacances à l'île Maurice pour aller voir la famille à la Laponie? La transition était parfaite. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le grand écart. Ça fait sourire pas mal de gens parce que effectivement, ça a rien à voir. Et pour le coup, pas chaque année, mais on essaye en tout cas. On fait souvent un voyage à Maurice avant de rentrer en Laponie pour aller prendre notre dose de soleil et de vitamine D. Bah tu m'étonnes.
Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit non, la chaleur, c'est surfait, on va aller en Laponie. Alors c'est vrai que moi j'aime pas trop le froid à la base. Alors Ah bah maintenant, d'accord. ouais, c'est clair. À la base, j'aime pas le froid. Je vais plus être sur des destinations, voilà, au soleil. J'aime bien l'île Maurice et les îles. Pour autant, on a fait notre premier voyage en Laponie. C'était fin 2013. J'ai pas trop pensé au froid sur le coup parce que ce qu'on voulait, c'était voir les aurores boréales. Ça donnait tellement envie, on s'est dit, c'est bon, on y va. Donc on est parti en pleine nuit polaire en plus, donc il n'y avait pas de longues journées ensoleillées. Et finalement, on s'y fait assez facilement, je trouve, parce que on va être bien équipé déjà. Alors que si on est à Paris, voilà, on met un jean, un manteau, et puis on n'a même pas de bonnet, et en fait on a froid. Le froid est plutôt humide en France. Ici c'est pas le cas, c'est sec. Donc je peux pas dire qu'on souffre vraiment du froid à partir du moment où on est bien habillé. Et puis, quand on vit ici, on n'est pas non plus dehors non-stop comme un voyageur va l'être, parce que quand on vient ici en vacances, on va faire des activités, donc on va être quand même pas mal dehors. Et là, par exemple, en pleine nuit polaire, les gens qui sont à l'extérieur, ça va être plus les voyageurs qui sont là pour faire des activités. Les gens d'ici, on sort pour aller bosser, pour faire voilà les choses du quotidien. Et après, on est à la maison, au chaud. Et on va plus profiter de l'extérieur quand le soleil va revenir, et puis fin de l'hiver, quand ça va être février, mars, avril, où là on va avoir de longues journées, et là on va profiter pour aller faire du ski et des activités dehors, quoi. Et là, tu as de nouveau fait un grand écart. Moi, je veux savoir ce qui a fait que vous êtes dit, ouais, c'est super la Laponie, ok, on va y passer 5 mois de notre année. Parce qu'il y a quand même une différence entre j'y vais en vacances, je trouve ça sympa, et j'y habite. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, hein. En vacances, c'est féerique, c'est cool. Y vivre et passer l'hiver, c'est cool aussi, mais bon, il y a aussi des inconvénients. C'était quelque chose qui était pas du tout prévu. On a commencé à faire nos voyages donc fin 2013, et en fait, on a pris un petit peu le virus des aurores boréales, et puis des paysages aussi. Donc on vadrouillait en Laponie, mais Laponie finlandaise, norvégienne et suédoise. Donc on était un petit peu sur les 3 pays. Donc on avait un rythme comme ça, 1 à 2 voyages par an. L'été, on se disait ah vivement l'hiver, on va aller voir nos aurores, ça nous manque, mais c'est tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Jérôme et moi, on était salariés, on travaillait dans la même boîte, et Jérôme a fait un burn-out, il s'est fait licencier, donc ça s'est vraiment très mal fini pour lui. Et à ce moment-là, en fait, il s'est dit mais moi je vais pas pouvoir retravailler pour un patron, je vais pas pouvoir me remettre dans un bureau. Il bossait dans l'informatique, c'était un métier qu'il adorait, mais là il se voyait plus du tout. Et Jérôme est aussi une expérience de photographe. Quand on était en voyage, il était toujours en train d'essayer d'aider les gens à prendre leurs photos. Quand on rencontrait des gens le soir pour les aurores boréales, il était toujours en train de leur donner des conseils, photos ou autres. Donc je me disais, il y a un petit côté guide Il y a chez un lui. truc. Voilà, il aime bien organiser les choses et tout. Et puis j'avais vu passer des offres d'emploi pour être chasseur d'aurore. Donc je m'étais dit, hey, regarde, tu pourrais être chasseur d'aurore, tu vas là-bas 6 mois, et puis le reste de l'année, on voit ce qu'on fait. Au début, c'était non, 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 je ne veux pas être saisonnier. Et puis quand il a plus eu de job, il s'est dit, ah ouais, pourquoi pas. Il a postulé, il y a eu, je sais pas, des centaines de candidatures certainement, donc pas vraiment de réponse. Finalement, il s'est dit, mais en fait, pourquoi on ferait pas nous-mêmes quelque chose, et on crée notre agence. Ça a fait son chemin, et de là, en fait, on a tout préparé, et on a créé notre agence de voyage. Et Waouh. voilà, on s'est lancé. Ah oui, c'est une chose de partir en tant que salarié pour chasser les aurores et de créer sa propre agence avec tous les risques que ça comporte. Ouais, surtout qu'on, nous, on bossait pas du tout dans le tourisme, donc c'était pas un secteur qu'on connaissait vraiment. Moi, j'avais un côté peut-être à connaître certaines choses parce que j'ai mon blog voyage, donc voilà, je navigue un petit peu dans ce milieu-là, mais créer une agence, c'est quand même quelque C'est chose. autre chose, bah oui. En France, c'est un secteur qui est, comment on dit, réglementé. Donc Ah oui, il très y a des choses qu'il réglementé. faut mettre en place, donc c'est pas forcément évident. Donc voilà, on a pris notre temps, on s'est dit on va pas foncer tête baissée.
On a pris le temps de créer la structure, de retourner en Laponie voir où est-ce qu'on voulait s'installer, ce qui était possible de faire ou pas. Et puis on a mis une bonne année, je pense, avant de se lancer et de se dire bon, on quitte tout et puis go, on va passer un hiver là-bas. Soit on a des clients et c'est cool, ben on bosse. Puis sinon on va passer 6 mois tous les deux à chasser les aurores et puis on reviendra et on verra ce qu'on fait, quoi. Ah, vous avez tenté. Ouais, voilà. Et la première année s'est passée comment du coup? Enfin, les premiers 5 mois. Ça s'est bien passé parce que on était un peu à la bourre quand même. On a lancé notre site web, c'était début septembre, avec on imaginait commencer début décembre. Donc on s'est dit pour trouver des clients en si peu de temps, ça va être un peu compliqué. Jérôme avait assez confiance en se disant oh, c'est bon, Céline elle va gérer, elle bosse dans le marketing, elle va trouver les bonnes solutions. J'avais un peu la pression. Et Non, à peine. moi, j'avais du mal à y croire. Je me disais, oh là là, on sort de nulle part, personne va nous faire confiance, c'est compliqué. Et puis finalement, on a mis différentes choses en place et on va dire que on n'a pas commencé vraiment début décembre. Je crois que c'était mi-décembre on a commencé. Au début, on a eu, je crois, 2 personnes sur les 8 places qu'on avait. Jusqu'à fin d'année, je crois, on a eu à chaque fois 3, 4 personnes. On n'avait pas grand monde. Et puis à partir de début janvier, là, on a tout rempli et on avait Waouh, 8 personnes par semaine et on a rempli jusqu'à fin mars. On peut bravo. dire que c'était une réussite parce qu'on s'attendait pas à ce qu'on remplisse finalement. Et les gens, vous trouvez comment alors? Essentiellement par Google en faisant des recherches. Donc on a activé le référencement et c'est par là La base. qui nous ont trouvés. Et puis il y a 5-6 ans, il y avait peut-être moins de concurrence sur la destination aussi. Donc on nous trouvait plus facilement, je pense, par rapport à aujourd'hui où il y a beaucoup beaucoup d'offres actuellement sur le marché. Oui, de plus en plus, mais vous avez eu le temps de vous installer et du coup, ça doit aider aussi. Oui, voilà, maintenant il y a aussi le bouche à oreille, donc les réseaux sociaux un petit peu aussi. Je pense qu'on s'est lancé au bon moment en fait. Ok. Bon, alors vous êtes où exactement en Laponie finlandaise? Alors, on est bien au nord en Laponie finlandaise. L'aéroport le plus proche c'est Kittilä. Mhm. Et on est au nord par rapport à Kittilä. Alors je donne jamais exactement notre emplacement parce que ça fait partie en fait de l'expérience. Ah, On très bien. n'indique pas forcément sur notre site. Donc en fait les gens arrivent et puis se laissent porter. Donc Ah, c'est on bien a ce ça. côté-là où on aime bien se dire que les gens viennent et ils vont lâcher prise et juste se laisser porter. C'est aussi l'avantage de partir avec une agence de voyage, c'est que Ah, génial. voilà, tout est organisé, il n'y a plus rien à faire. Nous, on est même à dire ne regardez pas la météo avant de partir, parce qu'on en a des fois qui nous disent ah j'ai regardé la météo, c'est horrible, il va faire moche toute la semaine, on verra pas d'aurore. Et en fait, on se dit à chaque fois que c'est un peu déceptif de regarder la météo parce qu'en fait, ce qui va se passer pendant la semaine, on va rarement avoir une semaine où il va faire vraiment moche. Et donc les gens se mettent la pression, commencent déjà un peu à stresser de se dire on va pas avoir d'aurore. Donc voilà, on a tendance à dire voilà, regardez pas la météo, allez jusque là et laissez-vous porter et vous verrez bien ce qui va se passer pendant la semaine. Et beaucoup de gens suivent ce conseil et au final on les voit mais enfin ouais, ils sont détendus, ils se laissent aller, et ils vivent le voyage et c'est ça qu'on voulait faire. Rien que de t'écouter, j'ai envie de partir tout de suite en fait. Depuis un peu plus d'un an maintenant? Oui, Vous n'êtes plus deux? et oui, on est trois. C'est quoi les avantages? C'est quoi la vie à trois avec cette petite fille maintenant? Comment ça se passe? Je sais qu'elle fait ses siestes à l'extérieur, qu'il fait super froid, tout ça. Raconte-nous un peu votre quotidien. Alors Lucie est arrivée l'année dernière au mois de septembre. Mhm. Elle est née le même jour que moi, donc c'est assez C'est particulier. fou ça. Mm. Ouais. Elle est née à Rovaniemi, à quelques kilomètres du village du Père Noël, donc c'est assez Dingue. voilà, je trouve ça assez drôle. Je me dis, elle sera contente de le raconter, je pense, quand elle viendra en France. Le quotidien, je trouve qu'il est assez simple finalement, parce que on a un rythme de vie qui est un peu particulier à être entre la France et la Laponie.
L'année dernière, on a eu une organisation un petit peu différente parce que du coup, Lucie était avec moi non-stop. En Finlande et globalement dans les pays nordiques, les enfants ne vont pas à la crèche à partir de 2 mois et demi, 3 mois. Ils sont acceptés à la crèche, je crois que c'est autour des 9-12 mois, quelque chose comme ça. Ah oui. Donc ici, on considère que la première année, l'enfant, ce dont il a besoin, c'est ses parents. Donc il y a le congé maternité qui va bien aussi. Donc c'est ça qui fait que on peut garder son enfant. Alors moi je suis toujours sur le régime français, donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il fallait bosser aussi à côté. Mais bon, un tout petit bébé, ça va, ça se gère quand même. Je trouve que c'est plus compliqué cette année où elle bouge et que faut l'occuper comparé à un bébé qui va plus dormir et pas être très très actif. Et donc au quotidien, ici, nous, ce qu'on aime bien avec elle, c'est que on n'est pas sur une vie qui est hyper speed, comme on peut l'avoir en ville, en France. Nous, on venait de la région parisienne, après on a vécu sur Grenoble, donc ça reste quand même des bonnes villes où on a un rythme toujours à être pressé. Donc nous, on n'avait pas vraiment envie de ça. C'est vrai en tant que parent de se dire, faut se dépêcher, faut lever bébé super tôt, aller à la crèche, toujours se presser. Ici, on n'a pas du tout ça, quoi. On est vraiment en mode tranquille. Donc du coup, Lucie, elle a passé sa première année quasiment qu'avec nous. Donc je trouve que ça, je sais pas si c'est ça qui la rend cool, mais en tout cas, je trouve qu'elle est assez facile au quotidien. Elle fait ses siestes dehors, ça c'est une J'adore. particularité. J'avais un petit peu peur l'année dernière, j'avoue. Elle avait 3 mois quand j'ai commencé, 3-4 mois. Alors, au début, je me disais non non, elle doit être trop petite. On me disait si tu peux y aller. Donc voilà, je la couvre, je la mets dans sa poussette bien emmitouflée et voilà, elle peut dormir 2 heures, 3 heures. Cette année, ouais, elle me fait des 3 heures de temps en temps C'est top. et ça va jusqu'à quand il fait jusqu'à -20, je peux la mettre dehors. Au-delà, j'évite quand même. Et en fait, elle dort super bien, mieux qu'à la maison. Et ici, c'est quelque chose qui se fait assez facilement, en fait. Donc, on dit que c'est bien pour le système immunitaire. Et par le passé, on le faisait en fait parce que l'air de la maison était plus pollué que dehors. Donc maintenant, ça se garde. C'est vrai que l'air est ultra pur, donc moi, j'aime bien le faire parce que je vois qu'elle dort super bien en fait de cette façon. Ah bah oui, si ça n'avait pas fonctionné, t'aurais pas insisté, Ouais. j'imagine. Mais là, c'est marrant parce que on a arrêté de faire ça tout l'été. Et là, on est rentré. Premier jour, je la mets dans la poussette. Je me suis dit, ça va être la bataille. Elle est plus grande. Enfin, se rendre compte que. Et en fait, non, elle s'est limite endormie à l'intérieur une fois posée dans la poussette. L'année dernière, je marchais bien, une demi-heure avec la poussette quand même. Ah oui. Ouais, fallait que je l'endorme. Alors, elle s'endormait souvent au bout de 5 minutes, mais à la demi-heure, elle se réveillait. Donc, fallait que je remarche. Donc, généralement, j'avais marché une demi-heure, 40 minutes, et après, je pouvais la poser. Là, maintenant, je sors la poussette dehors, je la mets sur le perron. Elle est même pas endormie, elle arrive à s'endormir en autonomie toute seule, quoi. Chose qu'elle a du mal à faire à la maison, quoi. Ah, trop bien. Donc, c'est cool, ouais. Bon, allez. Cette fois-ci, on parle recommandations et activités et tout ce qu'on peut faire en Laponie pour vraiment vivre ce pays lors de vacances plus ou moins longues en fonction du temps qu'on peut avoir. La première question que j'ai envie de te poser, parce que c'est tellement la base de la base, le village du Père Noël, on y va ou on n'y va pas? C'est la grosse question. Mais oui. Moi, c'est pas un endroit que j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller en Laponie pour aller au village du Père Noël. Ce que j'arrive à comprendre, hein, avec des petits enfants, il y a un côté féerique. Je sais qu'il y a des familles qui sont contents et d'autres qui sont déçus. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, mais c'est comme tout, hein, les voyageurs. Il y a des gens qui aiment partir solo, d'autres avec des agences, d'autres qui ne supportent pas de partir seuls. Moi, je trouve que aller au village du Père Noël au mois de décembre, c'est quand même pas idéal parce qu'il y a énormément de monde. Donc forcément, il y a Noël, donc tout le monde va aller à ce moment-là. Tout est plus cher à cette période-là. Moi, personnellement, j'y suis jamais là en décembre, au moment de Noël, donc j'ai jamais vu de mes propres yeux, mais apparemment, il y a la queue pour aller voir le Père Oui. Noël. Donc je me dis attendre tout ce temps pour voir le Père Noël qui va être un peu expéditif.
pas terrible. Alors c'est cool, ils parlent français, ils parlent plein de langues, donc on peut avoir une interaction, mais j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que le Père Noël a passé même pas 5 minutes et que voilà, il y avait pas grand-chose à en retirer. Au village du Père Noël, donc on voit le Père Noël, donc c'est gratuit d'aller le voir. Ce qu'on paye, c'est la photo, qui est assez chère. Un bras. Voilà. Sur le site en lui-même, il y a la poste du Père Noël. C'est mignon, mais enfin voilà, on va pas passer une journée au village du Père Noël. Il y a la ligne du cercle polaire qui est matérialisée à cet endroit, à l'extérieur. Moi, j'aime bien y passer parce que voilà, je vais être sur place, donc c'est joli, il y a des lumières, il y a la musique, mais voilà, c'est pareil. S'il y a beaucoup de monde, je trouve que ça perd son charme et qu'on va être plus sur voilà, on dirait un parc d'attractions. Et dans le même temps, il n'y a pas énormément de choses à faire. Oui, une fois que t'as vu le Père Noël, Voilà. Alors par contre, il y a des activités. On peut faire des activités à côté. Derrière la maison, il y a, je crois qu'on peut faire enfin c'est pas je crois, on peut faire du chien de traîneau. On peut faire un tour avec un traîneau tiré par un renne. Il y a des petits restos. Voilà. Il y a quelques expériences. Moi, je suis pas fan parce que en Laponie, clairement, oui, on a envie de faire du chien de traîneau, faire un tour avec les rennes. Moi, je suis pas fan, mais bon, pour les enfants, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est mieux d'aller le faire ailleurs qu'au village du Père Noël, parce qu'au village du Père Noël, en fait, c'est ultra touristique. On parle quand même d'animaux, donc les chiens, en fait, ils font leur tour en boucle. C'est à la chaîne, en fait. Et je trouve ouais. que en termes d'expérience, c'est pas génial et on respecte peu l'animal, alors qu'il y a des compagnies qui sont autour de Rovaniemi qui vont voilà, prendre bien soin des chiens, qui vont les laisser faire des tours peut-être plus grands, ça va pas être à la chaîne. Et je trouve que c'est voilà, consommer les activités de manière plus responsable. Souvent, les gens qui y vont, c'est les gens qui n'ont pas l'information, qui savent pas, donc ils vont y aller, ou qui n'ont pas préparé leur voyage. Ils savent pas, donc ils vont au village du Père Noël, et puis ils vont faire les activités. Il y a aussi des agences qui vendent la sortie à la journée. Il y a eu un article qui est sorti là il y a la semaine dernière je crois, Figaro Voyage, quelque chose comme ça, et qui expliquait voilà qu'il y avait des organismes qui t'emmènent en bus et qui te déposent le matin et qui viennent te rechercher l'après-midi, et tu fais un petit peu tout le truc, sauf que tu payes cher ta journée et puis voilà, t'es noyé dans la masse, et je trouve que Merci le Figaro. ouais. Donc du coup, pour moi, c'est pas vivre la Laponie, parce que la Laponie, c'est prendre son temps, c'est la nature, on est quand même dans un endroit qui est peu peuplé, et là on se retrouve avec plein de gens autour de soi, donc c'est pas ça. Après, le village du Père Noël, si on y va à d'autres périodes, en janvier, en février, en mars, ou l'été même, il y a beaucoup moins de monde. Donc si on tient vraiment à y être, pourquoi pas. Et après, il y a un avantage à se rendre à Rovaniemi, c'est que c'est facilement accessible. Maintenant, il y a des vols directs. Je comprends qu'on puisse choisir cette destination, et c'est pas mal, hein. Il y a pas mal de choses autour de Rovaniemi, il y a la nature et tout, dès qu'on sort des endroits touristiques qui est le village du Père Noël ou le centre-ville. Donc ouais, si on est à Rovaniemi et qu'on y vient, pourquoi pas aller faire un saut au village du Père Noël, mais voilà, aller sur le site, aller voir le Père Noël et puis passer à autre chose, quoi. Juste pour qu'on essaye de comprendre les distances, Rovaniemi et Kittilä, c'est très très loin. C'est 4 heures de route. Ah bah oui, c'est loin. 2 heures, non, 2 heures de route. Ah, c'est Désolée. loin. Donc il y a des gens qui vont parfois ne pas se limiter à Rovaniemi, ils vont atterrir à Rovaniemi, ils vont faire un saut jusqu'à Kittilä, alors pas Kittilä, à Levi, qui est une des stations de ski de Laponie, qui est juste à côté de l'aéroport de Kittilä, qui vont repartir à Kittilä ou qui vont faire une boucle et revenir sur Rovaniemi. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. On loue une voiture de location et ça se fait bien. Il y a aussi un bus qui fait la liaison Rovaniemi-Levi. Il doit passer, je pense, 2 à 3 fois maximum par jour. Et pareil, on doit mettre 2 heures, 2h15 à peu près. Ok. Bon, le village du Père Noël, chacun fera ce qu'il voudra Voilà. Par rapport à ça. Moi, ce que j'ai envie de faire maintenant avec toi, c'est quoi le voyage idéal en Laponie? Où est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce qu'on peut voir? Et surtout, qu'est-ce qui va plaire
à la fois aux enfants et aux parents, parce que quand on voyage en famille, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Donc c'est quoi le voyage idéal? Emmène-nous avec toi. Alors déjà, je pense que c'est bien de partir une semaine. Si on peut faire plus, pourquoi pas, mais en une semaine, je pense qu'on a le temps de bien en profiter. Faire moins, par contre, voilà, on va un peu speeder. Donc une semaine, c'est plutôt cool. En termes de destination, si on reste sur la Laponie finlandaise, moi je recommande souvent de rester assez proche des aéroports pour éviter de faire trop de route, surtout avec des enfants. Puis les conditions de route sont bonnes généralement, mais on n'est pas à l'abri d'une tempête ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on peut décider d'aller à Rovaniemi autour de Kittilä. Donc il va y avoir Levi, il va y avoir Ulas qui est aussi une station de ski qui est pas mal. On peut aussi monter plus au nord, du côté de Ivalo, Inari, Sariselka, 3 destinations où l'aéroport d'Ivalo, c'est celui qui est le plus au nord, sur la Laponie finlandaise, c'est pas mal aussi. Donc dans ces secteurs-là, c'est touristique, mais pas trop. Ou du moins, voilà, on va trouver des touristes et des voyageurs quand on va faire des activités généralement. Mais après, voilà, quand on commence à se balader un petit peu dans la nature, on va pas voir forcément grand monde. Donc, pour moi, voilà. Après, peu importe que ce soit Lévis ou Inari, par exemple, les paysages sont assez similaires quand même. Ok. Alors c'est quoi les paysages? Raconte-nous. Bah, les paysages, ça va être, en tout cas sur la Laponie finlandaise et également sur la Laponie suédoise, on va être vraiment sur des paysages avec des forêts, donc les arbres tout enneigés. Alors c'est pas tout l'hiver que les arbres sont hyper enneigés, mais globalement c'est ça le type de paysage. Donc si on fait du chien de traîneau, on va souvent être dans la forêt. Pareil pour de la motoneige, les balades, le ski. Il y a pas mal de lacs en Finlande, donc qui sont gelés. Donc on a aussi des grandes étendues désertes. Donc là, on sait qu'on va être sur un point d'eau. Donc on peut se balader sur les lacs. Toujours vérifier quand même et demander Oui, aux on locaux. met un petit pied et Ouais, voilà, on n'y faut va faire pas franco. attention, mais si on suit les traces qui sont faites par les motoneiges ou des fois il y a on a les pistes de ski de fond aussi sur les lacs, donc voilà, on peut voir où on peut marcher, mais sinon c'est bien de demander aux locaux. Donc voilà, c'est assez similaire. Je vois des gens des fois qui veulent faire un road trip et vraiment tout voir, et ils font une étape par jour. Je trouve que c'est trop, parce que passer d'un point A à un point B, finalement, on va avoir à peu près les mêmes paysages. Ça, c'est une super info. Ouais, ouais. Je pense que on peut faire plusieurs destinations, mais moi je ferais pas, voilà, une nuit à chaque fois à un endroit. C'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. Faut pas oublier qu'il fait froid. Alors c'est pas toujours le cas avec le changement climatique. On a de grosses variations. Donc des fois dans l'hiver on a 0 d'un seul coup. Donc on se dit ah c'est facile. C'est Mais l'été? voilà exactement. Mais il peut faire moins 20, moins 30. Et là le corps il faut qu'il s'habitue quoi. Donc il y a ce côté fatigue. Rien que d'être dehors c'est fatigant. En termes d'activité, on va généralement faire une activité par jour. Donc c'est pareil, on va pas se dire ce matin je vais faire de la motoneige et après du chien de traîneau. Non, généralement on va faire une activité dans la journée et puis la fin de journée, voilà, on va aller se balader tranquillement, on va se reposer, on va profiter de la neige, on va faire du sauna. Mais oui, c'est une activité en Voilà, soi. c'est une activité en soi. Donc dans les logements, généralement on a un sauna. Donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que dans ces activités, j'allais dire classiques, parce que quand on pense Laponie, c'est sûr que chien de traîneau et motoneige, c'est les premiers trucs qui viennent à l'esprit. Est-ce que tu as des partenaires ou en tout cas des gens avec qui tu travailles régulièrement ou que tu connais pour l'avoir fait toi-même, qui sont vraiment dans le respect des animaux pour ce qui est des chiens de traîneau et de la nature pour la motoneige? Parce qu'on sait qu'il y a tous les types de prestataires, mais sur lesquels tu pourrais vraiment conseiller des familles. Alors je connais pas enfin j'ai pas mal vadrouillé en Laponie, mais du coup je Mm. connais pas énormément d'organismes. J'en connais un petit peu à Rovaniemi, enfin autour de Rovaniemi en tout cas. J'ai mis pas mal d'adresses déjà sur mon blog parce que j'en parle Ah pas bah très mal. bien. Parce que on organise nous des voyages, mais voilà, on a toujours plaisir d'organiser et on se dit que de toute façon il en faut pour tous les goûts. Et il y a des gens qui vont partir en agence, peut-être avec nous, et d'autres qui vont organiser leur voyage par eux-mêmes. Donc
Moi, je partage pas mal de choses là-dessus sur des compagnies que je recommande, que j'ai testées ou dont on m'a parlé, où j'ai vu des avis. Donc, je regarde pas mal ça. Après, c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de juger parce que même au village du Père Noël, tout le monde va dire ah les chiens de traîneau c'était excellent parce que l'activité elle est féerique, mais je sais pas quelle compagnie par exemple est derrière au village du Père Noël. Ça se trouve c'est une bonne compagnie, mais il n'empêche que les chiens ils font toujours les mêmes boucles et je trouve pas ça très très cool. Moi, ce que j'aime bien, enfin, et c'est le genre de conseils que je vais donner sur mon blog, c'est de chercher un petit peu, gratter en fait derrière les compagnies, qu'est-ce qu'ils vendent en fait derrière. Mm. Donc moi, généralement, je vais regarder le site web. C'est ce que je dis aux gens, regardez le site web. Est-ce qu'ils présentent les chiens? Est-ce que ils en parlent? Est-ce qu'il y a des photos du chenil? Parce que je sais qu'il y a des compagnies comme ça où on voit pas le chenil, donc on sait pas dans quelles conditions sont traités les chiens. Il y en a qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, qui font des lives. Je pense à Berilowski qui est à je crois 20 minutes de Rovaniemi, qui est un peu une référence dans ce secteur-là. Ils bossent super bien, ils ont quand même beaucoup de chiens, mais ils s'en occupent bien. Moi, j'ai été les voir même l'été, donc je sais que les chiens, voilà, ils sont chouchoutés. Et des fois, ils font des lives, ils montrent comment ils entraînent les chiens, les nouvelles niches qu'ils ont pu faire pendant l'été. Donc tu vois à peu près comment vivent les chiens. Il y a un autre truc que je regarde, c'est et que je conseille, c'est d'essayer de voir aussi si dans la présentation des chiens, s'il y a que des jeunes chiens. Parce que s'il y a que des jeunes, eh ben on peut se poser la question de où sont les vieux chiens, qu'est-ce qu'ils en font. Parce que il y a clairement des compagnies qui euthanasient les vieux chiens. Donc ça c'est triste. Moi je savais pas ça et quand je l'ai découvert, j'étais un peu deg. Donc il y en Bah oui. a qui vont les garder et puis ne plus les faire courir ou des petites courses. Il y a des compagnies qui vont essayer de faire adopter ces chiens. Donc ça c'est cool pour qu'ils aient une vie, une fin de vie, voilà, sur un petit canapé au chaud et puis dans le Tranquille. froid. Donc voilà, ça c'est des choses à voir. C'est vraiment chien de traîneau, je pense qu'il faut être vigilant. Pour le renne, je suis un peu mitigée. Ouais, tu disais que t'aimais pas trop ça. Moi, personnellement, je trouve que de monter dans un traîneau et être tiré par un renne, je suis pas super fan. Ça va à deux Non. à l'heure, c'est pas le chien de traîneau. Le renne, Oui, il se passe pas grand-chose à part ouais, voilà. l'exploitation de l'animal. Les enfants, ils peuvent être, ouais, c'est pour eux, je pense que c'est assez rigolo. Mais en tant qu'adulte, moi, c'est pas quelque chose que d'ailleurs nous on propose. Et il faut savoir qu'un renne, pour tirer un traîneau, il lui faut plusieurs années en fait pour y arriver, parce que à la base, il est pas fait pour ça. Enfin voilà, il va pas être content si on l'attache. Donc il faut dès qu'il soit jeune, qu'il soit attaché au départ, jusqu'à qu'il arrive à traîner un traîneau. Donc Ça fait pas rêver. ouais, voilà. Alors c'est vrai que des fois on voit des rennes qui sont attachées, mais en fait ils sont attachés parce que ça fait partie de l'apprentissage. Après il y a une question aussi qui se pose, c'est que les rennes, ce sont les éleveurs de rennes qui les ont, donc ils font un peu de tourisme, certains. Donc des fois d'avoir des rennes avec des traîneaux, c'est aussi faire perdurer une tradition, enfin une tradition en fait avant quand il n'y avait pas de motoneige etc. On utilisait les rennes quoi. Donc c'est quelque chose qui se faisait. Généralement les éleveurs de rennes sont plutôt respectueux de leurs animaux et la question qu'il faut se poser c'est si le renne il tire pas un traîneau, il sera soit dans la nature, soit il peut être parqué parce qu'il y a des endroits où maintenant il les laisse plus dans la nature pendant l'hiver. Et la finalité, quand même, c'est de finir à l'abattoir. Hmm. Donc, voilà, c'est un élevage. Il faut voir ça comme nous, on a des vaches en France. Les rennes, c'est pas un animal qui est sauvage comme on l'entend. C'est pas un animal qu'on va trouver dans une forêt et il est complètement sauvage. On va le trouver dans la forêt, mais il appartient forcément à quelqu'un. Ah Donc, d'accord. ouais, c'est pas comme, je sais pas, d'autres animaux. Ce sont des animaux qui vivent en liberté pour la plupart, mais qui appartiennent à quelqu'un. Donc l'espérance de vie d'un renne n'est pas forcément très longue. Donc des fois, moi je me suis posé la question à un moment donné de me dire, bah ouais, est-ce que je préfère qu'il soit dans la nature, mais voilà, il va finir à l'abattoir, ou est-ce que il tire un traîneau et il a une vie plus longue. C'est franchement, je j'ai pas la réponse à cette question, Entre la mais peste et le choléra, tu sais pas trop en fait. voilà.
Mais voilà, enfin, faut voir le renne comme une vache chez nous qui est pour l'alimentation. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en termes d'activité? Alors, on a bien compris, l'objectif, c'est pas d'en faire 4 par jour, c'est une par jour. Et si on reste une semaine, une fois qu'on a fait ces deux-là, on fait quoi d'autre? Voilà, alors on va faire du chien de traîneau. Ça, c'est vraiment une activité qui est très populaire. Je crois d'ailleurs que chez les touristes français, ça doit être la numéro un. J'en doute pas. Voilà. Bon, il y a la motoneige qui est parfois un peu moins populaire parce que les gens disent ouais, ça fait du bruit, ça tue. C'est vrai. À Rovaniemi, à Lévis, à Rovaniemi, c'est sûr, à Lévis, je crois que c'est assez nouveau. On peut trouver des motoneiges électriques. Ah, c'est bien ça. Donc c'est plutôt cool. Moi j'ai testé à Rovaniemi il y a 3-4 ans il me semble et en me disant on va pas retrouver les mêmes sensations mais c'était plutôt cool en fait. Donc pas de bruit, pas d'odeur, j'ai bien aimé voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait quoi? Ensuite, on peut faire des activités, alors ça va dépendre des périodes, mais on peut faire par exemple de la pêche blanche. C'est quoi blanc? Pourquoi Et ben, en blanche? fait, on se met sur un lac et on fait un trou dans la glace. Donc la Ah, glace trop peut être bien! assez épaisse et puis on a une toute petite canne et on essaie de pêcher. Donc ça, c'est une activité qui est souvent proposée et qui se fait par les locaux. Alors nous, on va aller pêcher par contre au mois de mars, avril, vraiment fin de l'hiver, quand il fait beau, quand les journées sont longues et parce qu'en plus à ces périodes-là, on va avoir plus de chances d'attraper des poissons. Quand on fait ça à cette période de nuit polaire, généralement c'est juste expérience et on va rarement attraper quelque chose. Ça arrive, mais c'est pas Tu fais forcément un trou la dans bonne. la glace, quoi. Voilà, c'est quand même particulier, quoi. Et aussi marcher sur un lac gelé, c'est particulier. Moi, ça me paraît normal aujourd'hui, mais non, c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. Donc on va faire ce type d'expérience, marcher sur un lac gelé, faire une petite balade dans la forêt. Il y a des sentiers qui sont ouverts, donc on peut se renseigner auprès des offices de tourisme et demander qu'est-ce qui est ouvert. La Finlande est réputée aussi pour le ski, principalement le ski nordique. Donc pareil, ça va être plus février, mars, avril, mais à partir du moment où il y a des pistes, on peut y aller. J'aime bien cette activité parce que pareil, on va évoluer dans des environnements qui sont plutôt cool. Donc ça, on peut faire. Il y a du ski alpin aussi, mais voilà, on peut en faire ailleurs. Donc On en a tellement en voilà, France, moi c'est c'est pas pas ce la que je peine. retiens ici. Ce qui est cool aussi, c'est vraiment ouais pendant son séjour d'essayer de faire une balade. Et en fait, sur les sentiers de randonnée, souvent, on va trouver des espèces de cabanes qu'on appelle des quotas, et c'est libre d'accès. Donc ça peut être une cabane vraiment fermée ou ça peut être quelque chose d'ouvert et on peut y faire un feu en fait. Donc il y a tout sur place. Ah, Il y trop a bien. même le bois. Normalement des allumettes, mais c'est mieux de partir avec parce que ça arrive qu'il n'y en ait pas. Et en fait, que nous on fait beaucoup ici, c'est d'aller se balader comme ça, ou ça peut être aussi des fois en motoneige, et de s'arrêter dans ce genre de quota, de faire un feu pour se réchauffer, et puis on va faire griller des saucisses. C'est très très finlandais de se balader dans la nature avec son sachet de saucisses et de se les faire griller. Bon, alors comment on fait quand on est végétarien? Ça marche pas la Ouais, alors c'est saucisse. vrai, ouais, que quand on est végétarien, c'est une région qui est pas forcément top top, mais on pourrait, alors si on mange du poisson, on pourrait se faire du saumon et après, nous c'est des fois on a des gens qui sont végétariens, ben on va faire des choses un peu différentes, on va sortir des spécialités et on va les faire réchauffer au coin du feu et puis voilà, on va adapter, mais On prend des marshmallows. voilà, mais voilà, l'expérience, c'est vraiment d'être autour du feu Oui, parce que bien c'est quelque chose sûr. qu'on va pas faire chez nous en France et c'est ouais, ça c'est assez sympa parce qu'on est dans la forêt puis on passe un bon moment et puis il fait froid donc Ah ouais, c'est clair. un point aussi dont je vais pas parler en Laponie, on a le peuple Sami qui sont traditionnellement des éleveurs de rennes. Ouais. Tout le monde n'est pas Sami en Laponie. Beaucoup de gens pensent que en Laponie, on est tous Sami, alors que c'est pas le cas. Il y a les Samis et les Finlandais. Donc les Samis, souvent, bah voilà, leur métier c'est d'être éleveurs de rennes. Donc ça fait partie de leur vie entière parce qu'ils sont dédiés à ça. Il faut s'en occuper toute l'année.
Certains s'ouvrent au tourisme, donc du coup, il y a des expériences qui sont sympas, justement d'aller visiter une ferme de rennes où on va vous expliquer la vie du renne, comment ça se passe, la culture sami, voir un petit peu l'artisanat, tout ce qui est autour en fait de ce peuple, et c'est hyper intéressant. C'est mis en avant. Des fois, s'il y a un côté un peu folklorique ou c'est un peu trop touristique, donc c'est quand même bien d'essayer de chercher vraiment Ouais. quelque chose d'assez authentique, parce que je trouve que voilà, quand c'est authentique, c'est souvent des rencontres qui marquent, et échanger avec les Samis, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils vivent vraiment avec la nature. Ils sont un max dehors. Ils vivent comme nous, hein. Ils sont dans des maisons chauffées, ils ont des motoneiges, ils vont au supermarché, parce qu'il y a des gens qui me demandent des fois. Les habits traditionnels, ils les mettent pour les grandes occasions, mais sinon ils sont habillés comme tout le monde. Donc voilà, on peut les rencontrer au supermarché sans le savoir, hein. Mais voilà, ils ont une connexion avec la nature qui est vraiment intéressante, et ils ont ouais, une tonne de connaissances, et moi je trouve ça passionnant de les écouter, aussi bien sur les rennes que sur la nature. Tu disais qu'il faut quand même se renseigner avant de déterminer chez qui on va faire cette expérience. Est-ce que tu as une adresse particulière? Il y a une adresse du côté de Inari, je crois. J'ai dû le noter, je pense, sur mon blog. J'y suis jamais allée, mais j'en ai entendu que du bien, où vraiment la personne, on voit qu'elle est vraiment éleveur de rennes et qu'elle fait pas ça juste pour le tourisme, mais qui va expliquer justement comment il travaille avec les rennes, l'année du renne, comment ça se passe, et qui est vraiment dans l'échange. Je pense qu'après, voilà, faut éviter le village du Père Noël, où on voit des gens des fois qui sont en tenue traditionnelle sami et qui ne sont même pas sami. Je suis allée sur ton blog pour me renseigner sur tout ce qu'on pouvait faire et voir ce que tu conseillais. Et dans les activités dont tu parlais, j'avais noté, et je sais même pas ce que c'est parce que j'ai oublié, c'est l'Arcticum ou l'Arcticum, je sais pas Ah oui, comment on dit. l'Articum, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est un musée. C'est un musée à Rovaniemi, et pour le coup, si on va à Rovaniemi, c'est vraiment un musée à faire. Moi, je le trouve super intéressant. Il est assez grand. Il y a pas mal d'infos sur la nature en Arctique. Il y a une section sur les samis, sur les animaux, sur les aurores boréales. Et c'est vraiment un musée qui est très intéressant, aussi bien pour les adultes que les enfants. Alors peut-être pas les tout petits, mais il se fait bien, et puis il est plutôt sympa. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, ouais, à caser. Ça peut être fait C'était dans le notamment. coin. Ouais, si on a Rovaniemi, c'est bien d'y aller, je trouve. Ok, Ça permet de bien comprendre la région. bah parfait. Et j'avais également noté le Snowman World. Ouais, alors ça, c'est un espèce de parc d'attractions. C'est avec voilà des châteaux de neige. J'y suis jamais allée. J'ai eu de bons retours, apparemment moins bons Ah, ces derniers temps. Donc je sais pas si c'est vraiment quelque chose à faire. C'est pareil à Rovaniemi, il y a le Santa Park. Donc les gens confondent le village du Père Noël et le Santa Park. Le Santa Park, c'est pareil, c'est comme un espèce de mini parc d'attractions, enfin un parc d'activités, on va dire. C'est en intérieur, c'est une espèce de grotte, alors c'est assez joli, parce qu'on s'enfonce dans le truc et tout. Mais c'est fait pour les enfants. Moi je trouve que c'est assez cher, mais pour les enfants, voilà, ils vont avoir des activités, ils vont faire des espèces de décorations sur des cookies. Il y a aussi un Père Noël. Je crois qu'il y a un petit train. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y a un ice bar, donc on peut boire dans un verre de glace dans un environnement tout glacé. Et il y a un spectacle aussi, un grand spectacle sur une scène. Donc pour les enfants, c'est plutôt cool. Par contre, c'est ouvert de décembre à, je crois, au 15 janvier ou même début janvier. Donc c'est pas tout le monde qui peut y aller, ouais. C'est pas obligatoire, c'est pour les petits. Je pense que c'est sympa. Moi, j'avais trouvé ça bien pour les petits. Moi, en tant qu'adulte, voilà, j'y suis allée pour aller voir ce que c'était, mais voilà, je suis pas allée décorer des des biscuits. Et sinon, un truc qui est pas mal, qui est assez nouveau là depuis quelques années, c'est du côté de Rovaniemi toujours. Il est possible d'aller faire du patin à glace dans la forêt. ah, Donc ça, c'est assez original parce que en Laponie, on fait pas beaucoup de patins à glace. Il y a des gens qui veulent en faire sur les lacs gelés, mais en fait, c'est pas vraiment possible parce que il neige.
très souvent. Oui, ah bah oui. Donc il y a une tonne de neige en fait sur les lacs. Alors il faudrait déneiger, etc. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui se fait. Après il y a des patinoires, mais c'est vraiment des patinoires pour la ville en fait. Donc c'est pas, il y a pas un aspect touristique. On trouve pas de patins à louer facilement. Bon, ça se fait un petit peu plus. Mais là c'est assez intéressant. J'y suis pas allée, mais j'ai bien envie d'aller tester. Et donc en fait ils font une piste dans la forêt. Ah, Et c'est génial on ça. loue les patins et on peut y passer quelques heures. Et je crois qu'ils proposent aussi d'autres expériences. Il me semble qu'on peut même y aller le soir. Je sais pas si c'est en mode privatisé ou pas, mais ça a l'air vraiment sympa. Et ça s'appelle comment? J'ai oublié le nom. Je On vais te dire mettra un ça nom dans les qui va pas notes. être. Ouais, je vais te dire un nom qui va être approchant, mais ça va pas être ça. Mais je l'ai noté sur mon blog, donc je pourrais te redonner. Ah bah très bien, super, on mettra le lien, mais ça me fait penser à ce qui se fait au Canada. Oui, moi j'ai fait ça dans la région de Québec. Et j'avais adoré ce truc-là. Et quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ah, ça ressemble à ça et ça a l'air magique. Ah bah, je savais pas que ça existait jusqu'à ce que je fasse un épisode sur Montréal et j'avais découvert qu'il y avait ça. Et c'est quand même vachement plus sympa que de tourner en rond Ah sur une ouais, non, patinoire, quoi. moi j'avais adoré. Et avant de parler des aurores boréales, j'avais noté une dernière chose, c'est la colline d'Usnavara. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait là-bas? c'est aussi au niveau de Rovaniemi. Ah bah décidément. Ouais, ouais. J'ai dû être sur l'article Rovaniemi en fait. Oui, là, je pense que c'est l'article sur Rovaniemi. Mais en fait, Rovaniemi, enfin, on peut y aller et Mais il passer faut de, sortir, quoi. voilà. Et puis moi, je conseille souvent de pas loger forcément en centre-ville, parce que c'est pas très très beau. Mais plutôt d'aller se louer quelque chose en dehors de la ville. Et comme ça, on est en pleine nature, on est un peu à l'extérieur de tout ça, ce qui n'empêche pas après de revenir sur Rovaniemi si on veut se faire un resto, par exemple. Donc la colline d'Unasvara, on peut faire du ski, il y a des sentiers de randonnée. Donc c'est un endroit qui est plutôt sympa. On doit pouvoir faire de la luge. Moi j'y suis allée plutôt en été là-bas. On faisait du VTT. Enfin c'est vraiment un endroit plein de nature et qui est proche de Rovaniemi, donc assez pratique. Et évidemment, il y a les aurores boréales. Oui. Alors, sans révéler tout, puisqu'on doit lâcher prise quand on va chez toi et pas trop en savoir et se laisser porter, mais raconte-nous un petit peu quand même, donne-nous envie de venir te voir. Alors les aurores boréales, bon, c'est quelque chose de magique. On a beau en voir, on n'est pas forcément lassé. Alors je t'avoue que quand il y a des petites aurores, Oui, maintenant tu fais, bon, pff, voilà, enfin c'est comme les locaux, hein. Si c'est une petite aurore, on va pas rester des heures dehors. Mais quand il y a une belle aurore et que voilà, on peut sortir de chez soi et la voir, on va la regarder, hein, forcément. Pour les voir, il n'y a pas une période idéale. On va dire que on peut les voir à partir de fin août jusqu'à fin mars, ah oui, quand même. pour être exact. Les aurores boréales se produisent toute l'année. Le truc, c'est qu'il ne fait pas nuit une partie de l'année. C'est pour ça qu'on les voit pas. Donc, on pourrait se dire, on va voir les aurores en mai, mais comme il fait pas nuit, en fait, c'est juste qu'on n'arrive pas à les voir. Après, les voir en hiver, ouais, il y a un côté magique parce que voilà, tout est enneigé. Bon, il fait froid aussi. Ah bah, on peut pas tout avoir, hein. Ouais. C'est quoi une semaine typique chez toi? Nous, les aurores, on essaye de les voir tous les soirs. Et on considère que venir une semaine, il y a quand même de fortes chances d'en voir. La soirée commençant à 14 heures. Non, 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 parce que justement, enfin, après, il y a des fenêtres d'observation. Donc, même s'il fait nuit à 14 heures, ça va être très rare qu'on voit une aurore tôt. Quand on en voit une vers 17h30, 18h, c'est vraiment qu'il y a une grosse activité et que la soirée va être belle. Sinon, ouais, on va être plutôt sur un créneau 19h30, 20h jusqu'à minuit et ça peut aller au-delà. Nous, on se dit une semaine, c'est bien parce que on est dépendant de l'activité aurorale, du soleil. Donc, des fois, il y en a pas. Donc là, on peut pas l'inventer. On a beau sortir, on a beau attendre, il se passera rien. Mais globalement, je trouve que il y a quand même des aurores assez régulièrement. C'est cyclique aussi, donc là on est dans des années qui sont plutôt bonnes pour les aurores. Donc ça c'est de la bonne nouvelle. Le début là de saison à l'automne était exceptionnel. Et encore là, il y a eu de belles aurores ces derniers jours. Et après, le deuxième facteur, c'est la météo.
Je pense que c'est ça le plus compliqué finalement, parce que si tu as un ciel avec plein de nuages, que tu ne vois pas d'étoiles, bah tu ne verras pas les aurores. Les aurores elles seront au-dessus, mais toi tu les verras pas. Donc en fait, le nerf de la guerre, c'est d'aller trouver un ciel étoilé et après de patienter et de voir si les aurores arrivent. Il y a beaucoup de gens qui viennent, des gens qui n'ont pas ces connaissances-là, donc ils savent pas trop comment faire, qui ne peuvent pas se déplacer. C'est pas très Eh écolo oui. de se déplacer en voiture, hein, mais il y a un réel intérêt. Enfin, déjà en Laponie, il y a peu de transports en commun, donc je trouve que c'est bien d'avoir une voiture. Hormis si on loge dans le centre-ville de Rovaniemi, parce que toutes les activités, on va venir faire des transferts, donc pas forcément nécessaire. On roule plutôt bien en Laponie, donc il n'y a pas non plus à avoir trop peur là-dessus. Ça permet voilà d'être libre déjà en journée et aussi le soir, parce que si là où on loge il y a des nuages, ça veut pas dire que c'est nuageux partout. Donc après, il faut regarder un peu la météo, les cartes et faire tout un truc pour se dire où est-ce qu'on va. Mais des fois, c'est aussi y aller un peu au pif et se dire, bah, on roule un peu et puis on va peut-être tomber sur un ciel étoilé et ça arrive. Et d'où l'intérêt de partir avec une agence, et notamment la tienne, pour s'assurer, en tout cas, non pas d'en voir tous les soirs parce que tu peux pas maîtriser la nature, mais d'aller confortablement d'un endroit à Ouais. un autre avec des gens qui ont l'habitude et qui savent où aller et pas juste se dire bah tiens je vais tout droit et puis tant mieux si je tombe Ouais, c'est sur pas une horreur. forcément évident. Nous, des fois, on a des gens qui viennent justement, qui sont partis d'eux-mêmes et qui n'ont pas vu d'aurore. Ils sont partis soit en Laponie, soit en Islande. Souvent l'Islande, parce que l'Islande, c'est compliqué niveau météo. Qui reviennent parce que, voilà, cette fois-ci, ils veulent en voir. Donc nous, on n'a pas une réussite à 100%, mais on n'est pas trop loin. On doit avoir par saison peut-être un groupe, deux groupes qui ne voient pas d'aurore ou qui voient une espèce de broutille. Donc c'est pas une grosse aurore. Et nous, pour se dire c'est bon, on a fait le job, on veut que ce soit une belle aurore, quoi, qu'ils en aient pris plein les yeux, donc qu'il y en ait au moins une belle. Et souvent, quand on a vu une belle, on est content, on a envie d'en voir d'autres, mais des fois, bah ça arrive pas, ou ça va être de plus petites aurores qui vont moins marquer. Mais on va essayer de sortir de toute façon tous les soirs, sauf s'il neige à fond et que on sait qu'il neige partout. Là, bon, ça sert à rien. Mais voilà, l'idée c'est de sortir et c'est le conseil que je donne un peu à tout le monde, c'est de pas rester dans son logement à attendre, à regarder les applications, parce qu'il y a des applications qui te disent voilà, il y a 80% de chance ce soir. C'est pas forcément fiable en fait, parce qu'il y a des prévisions qui te disent ce soir ça va être bon, mais en fait, enfin, l'activité elle va être un peu décalée, donc ça va peut-être arriver le lendemain. Des fois, je sais qu'une fois il y avait une grosse activité qui était prévue, c'est jamais arrivé. Parce qu'en fait, c'est une projection du soleil, et en fait, ça a pris une autre direction que celle qu'on attendait sur la Terre, et du coup, il s'est rien produit. Et tout le monde est en train d'attendre en se disant, ce soir, ça va être bingo. Et en fait, non. Pareil, quand on est à son logement, on est bien au chaud, le temps de s'habiller, des fois, l'aurore, elle est partie. Et on l'a loupé. Ou on a loupé la partie intéressante. Parce que ça peut durer 2 minutes, comme ça peut durer des heures. Mais la grosse partie qui va bouger, qui va être rose, vraiment le moment le plus fort, ça dure pas très longtemps parfois. Donc vaut mieux être prêt. Et c'est pour ça que nous on dit voilà, vous vous habillez, vous allez trouver un ciel dégagé, vous prenez de quoi vous réchauffer, boisson chaude, quelque chose pour patienter. Et puis si vous avez le ciel étoilé, bah vous attendez et Et ça finira par arriver. voilà. Ou pas, mais en tout cas vous serez prêt. Oui. Bah justement, c'est quoi l'équipement recommandé pour ne pas souffrir trop du froid? En termes de température, c'est vrai qu'il peut faire assez froid. Et puis quand on est en statique et qu'on bouge pas, on va vite se refroidir. Quand on part avec une agence, souvent il y a un équipement qui est fourni. Nous, on fournit par exemple une combinaison grand froid avec des bottes, une chapka, des gants. Voilà, c'est déjà ça en moins à acheter. Et après, on conseille sur les vêtements à emporter. Donc en fait, ici, pour se couvrir, on va mettre plusieurs couches. Donc on évite tout ce qui est en coton, surtout pour la première couche, parce que le coton, si on transpire, bah ça va être humide et on va avoir froid. Les sous-vêtements en laine mérinos, c'est génial. Donc on va se mettre voilà un t-shirt à manches longues en laine mérinos, un collant, et en fait si il fait -10, on va peut-être mettre une couche comme ça. Par-dessus, on va mettre une petite polaire, et puis après la combinaison grand froid. S'il fait plus froid, eh ben on va mettre une deuxième couche en fait,
Et une troisième couche s'il faut, si vraiment il fait très très froid. Et si on a chaud, on peut enlever une couche. Donc Ok. laine mérinos, moi des fois je mets 2 soupules techniques comme ça, les uns par-dessus les autres. Il faut aussi que les affaires soient pas trop serrées, faut qu'il y ait un peu d'air pour garder la chaleur. Se couvrir la tête, c'est hyper hyper important. Donc on évite le bonnet un peu joli qu'on se dit ah c'est sympa, mais en fait il couvre pas. Se couvrir les oreilles c'est important. Si on a vraiment froid, c'est limite aussi la cagoule pour se couvrir jusqu'au nez en fait. Et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment le point qui est hyper important de se couvrir la tête. Et beaucoup de gens n'écoutent pas et vont tout de suite se découvrir la tête. Et c'est encore arrivé cette semaine. Ils avaient froid aux pieds, à se masser les pieds même pour se réchauffer et tout quand c'est arrêté. Et ils étaient tous tête découverte. Jérôme et moi, on était avec eux et nous, on avait nos bonnets en fait. Et je leur disais, mais remettez votre chapka et tout, vous allez avoir moins froid. Et en fait, oui, c'est un peu, ça fait bizarre de se dire j'ai froid ailleurs et en fait, il faut se couvrir la tête. Mais à partir du moment où on se couvre la tête, qu'on met quelque chose sur le nez et tout, et ben, on récupère de la chaleur et c'est hyper important. Et d'ailleurs, même en France, quand on a froid, on devrait mettre un bonnet et ça irait beaucoup mieux. Comme ça, on a l'info. Ouais. Vous sortez tous les soirs avec les gens, mais vous leur proposez quoi la journée? La journée, ça va être les activités classiques dont on a parlé. Donc, il y a du chien de traîneau. Là, ils sont en excursion motoneige avec Jérôme, puisque c'est lui qui gère globalement le séjour. On a une journée avec une balade, justement. On va aller faire griller des saucisses. On a une journée aussi avec un éleveur de rennes, qui est une belle journée. Et il y a un autre moment où on a une balade, il y a un petit musée aussi qu'on propose de visiter, où on peut apprendre un petit peu des choses sur l'Arctique, sur les Samis. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai rien oublié d'autre. Oh, c'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est une activité par jour. Globalement, en fait, quand on lit notre site web, souvent, on a l'impression peut-être qu'il n'y a pas trop de choses à faire, mais en fait, ils n'ont pas le temps de grand-chose, quoi. Parce que du chien de traîneau, nous, on propose de faire une belle sortie, donc c'est 20 kilomètres. Donc ça, il faut faire aussi attention quand on réserve un voyage tout compris via une agence, c'est que on a des tarifs différents, mais parce que les activités sont aussi différentes. Donc il faut regarder parce que on vend du chien de traîneau, mais on sait pas des fois si c'est 5 kilomètres ou 20 kilomètres et c'est pas le même tarif quoi. On est Nous on fait d'accord. un 20 kilomètres et tu vois, j'y suis allée cette semaine, on est parti, il était 10 heures et on est rentré, il était peut-être 13h30, 14h, quelque chose comme ça, Ah parce oui, c'est que long. ouais, il a fallu faire le briefing, visiter la ferme, faire l'excursion avec une pause, et puis après on nous a proposé comment dire, je dis à chaque fois ranger les chiens, mais c'est un peu bizarre, de remettre les chiens en fait dans leur niche. Donc on a Mhm. participé. Il y avait aussi des petits chiots parce qu'il y a eu une portée, donc ils sont en train de sociabiliser les petits chiots, donc on a pu caresser les petits chiots. On a passé un petit peu de temps Ah, là-dessus. trop bien. Voilà, on n'est pas à la minute, donc du coup c'est vrai que l'activité, voilà, on rentre au chalet. Nous on propose pas de repas, donc chacun fait son repas dans son petit chalet comme ça. Il y a aussi un peu de liberté et de temps, un peu de son côté, et pas toujours en groupe. Donc les gens, voilà, ils se font à manger, on les amène aussi au supermarché qui est à côté, on les conseille sur ce qu'ils peuvent manger, cuisiner, et puis généralement, voilà, ils vont faire un sauna, souvent une sieste, parce que mine de rien, ça fatigue, et puis on ressort le soir, donc quand on rentre à minuit, 1h du matin, et que le lendemain, il faut se lever, Jérôme, c'est ce qu'il dit, ça me fait rire, parce que tous les samedis, en fait, à l'arrivée, dans son briefing, il va dire, dès que vous avez un moment, faites une sieste. Donc les gens le regardent en se disant Bah, on n'est pas là pour ça. on n'est pas là pour ça. Et en fait, ils font des siestes Bah oui. parce que ça crève. Tu m'as fait encore une fois une bonne transition en parlant de supermarché. On mange quoi en Laponie? À Alors part le c'est Rennes. On veut pas ouais, savoir le Rennes. c'est pas un pays qui est connu pour sa gastronomie, mais on mange plutôt normalement. On trouve les choses qu'on trouve en France en fonction de là où on est. Moi, j'ai un tout petit supermarché. Si on va à Rovaniemi, il y a des supermarchés qui sont super grands et on trouve vraiment de tout. Moi, quand je vais là-bas, je fais mon stock parce qu'on trouve des choses, même cuisine du monde. Enfin, il y a vraiment de tout.
En termes de tarifs, je pense qu'on est un peu plus élevé que la France. Après, je me souviens plus C'est des... la réputation en tout cas. Ouais, je sais pas les prix en France, mais par exemple, un paquet de pâtes, il me semble que 500 grammes de pâtes, c'est au moins cher, ça doit être 1,50 €. Je sais pas Oh, ce ça que c'est va. en France, mais ça doit être à peu près ça, hein. Oui. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins chères. Je sais que sur des produits sans gluten, chez nous, c'était moins cher qu'en France. Après, ça dépend aussi des supermarchés. Donc on trouve quand même facilement de quoi manger comme chez nous, si on a envie de garder ses habitudes. En termes de spécialité, ben ouais, il y a le renne, en sachant que le renne, c'est une spécialité, mais c'est pas quelque chose qu'on va manger tous les jours non plus parce que c'est une viande qui coûte cher. C'est à goûter, en tout cas si on mange de la viande au restaurant, on va en trouver facilement. Il y a un plat qui est vraiment emblématique, c'est le poro caristus, qui est un ragoût de renne qui se mange avec de la purée de pommes de terre. Voilà, si on est végétarien, ça passe pas. Qu'est-ce qui est proposé souvent et qu'on mange souvent? La soupe de saumon. Ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens aiment en plus. En petit déjeuner, c'est le porridge ici. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime, mais voilà, on va manger avec des fruits. On va ramasser les fruits l'été, notamment les baies, donc tout ce qui est myrtille. Il y a les baies arctiques et on va les congeler et on les ressort en fait l'hiver pour manger ça dans du porridge ou se faire des smoothies, ce genre de choses pour avoir les vitamines. En termes de légumes, ben, on va avoir un choix un peu comme en France, selon la taille du supermarché. Mais voilà, ça va être rarement local. Donc Eh ouais. c'est vrai que ça c'est un peu compliqué. Moi, je sais que dans mon supermarché, c'est toujours les mêmes légumes, donc je tourne un peu en rond. À part voilà les pommes de terre qui vont être vraiment de Finlande, mais ça va être Sud-Finlande. En spécialité, il y a les pirogues de Carélie, qui sont des espèces de... Bah, c'est une forme de pirogue, c'est de la pâte de seigle, et à l'intérieur, c'est une espèce de riz au lait salé. Donc c'est une préparation salée qu'on mange assez facilement à midi, un petit encas. Donc ça se réchauffe au four, et puis soit on le mange tel quel, soit on peut rajouter dessus des crudités, du beurre. On mange beaucoup de beurre ici, il fait froid. De la charcuterie, du saumon, enfin, c'est un petit peu comme on veut. Il y a le lepa justo, qui est un fromage qui couine. Comment ça couine? Ça couine, en fait, quand tu le manges, c'est un peu élastique. Donc, Ah, ça a un peu la texture de l'aloumi, si tu vois. très bien. Sauf que l'aloumi, c'est salé. Mm. Là, ça a pas de goût et ça se mange avec du sucré. Donc en fait, ça se vend, c'est rond ou ça va être, ouais, c'est rond. Et tu fais saisir à la poêle. Donc ça va être un peu, ça va caraméliser un petit peu. Moi j'aime bien. Et puis on fait généralement des cubes où on le mange tel quel et on ajoute de la confiture de mûre arctique. Et moi je trouve ça plutôt pas mal. La texture est un peu spéciale, donc ça plaît pas à tout le monde, mais c'est quelque chose à tester. C'est pas spécifiquement de Laponie, mais c'est globalement de la Finlande. Après, il y a quoi? Il y a les roulés à la cannelle, ça c'est Ah, spécialité. Ça va être c'est bon Finlande, ça. aussi la Suède, la Norvège. Donc ça aussi on en trouve, c'est super bon. Et tout ce qui est à base de cannelle, ouais, il y a les petits biscuits aussi qu'on aime bien ici. Mais c'est vrai que en termes de sucré, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quelques petites pâtisseries de ce type-là. Bon, côté budget, une semaine en Laponie, c'est pas donné. Ouais, c'est pas une destination qui est pas chère parce que les activités sont chères. Je Oui, pense c'est que c'est ça. surtout ça. Il y a des gens qui souvent me contactent et qui veulent trouver des activités pas chères, mais en fait il y Il a, y en a il y a, pas. il y a pas quoi, parce que moi je dis toujours si tu trouves une sortie en traîneau pas chère, pose-toi la Il y a un question du problème. traitement des chiens parce que Ouais. faut bien les nourrir, faut bien les soigner. Et les excursions, c'est 4 mois dans l'hiver, donc c'est Il faut que ça forcément tienne cher. toute l'année. Voilà, c'est très saisonnier le tourisme en Laponie. Donc après on peut se dire si on veut faire un petit budget, bah c'est éviter de faire toutes les activités et de se dire bah on va faire qu'une activité, on va faire que du chien de traîneau par exemple et le reste ben on va aller se balader et ça c'est gratuit. Louer Mhm. des skis de fond, ça doit pas être bien cher donc tu vois c'est avoir des activités un peu alternatives quoi. Ouais, mais quand tu vas en Laponie, si c'est pour rien Ah faire, ouais. ça n'a pas d'intérêt.
Est-ce que tu peux nous donner une idée d'un budget pour une famille de 4 personnes? Toi, tu reçois aussi bien des adultes que des enfants? Les enfants, c'est à partir de 12 ans. Ouais, c'est ça, des grands enfants. Ouais, parce que le programme est assez chargé et tu vois, le soir, ils rentrent, il est minuit, 1 heure. Ouais, il faut être un peu costaud, ouais. Là, j'ai ma nièce qui a 12 ans, qui fait le séjour. Hier, ils sont rentrés, il était plus de minuit. Elle s'est écroulée en 5 minutes, elle dormait, quoi. Parce qu'elle fait toutes Mais les c'est bien ça. activités. Ah oui, bah ça les fait bien dormir, hein. Elle adore, hein, mais c'est vrai que voilà, faut Ouais, c'est intense. tenir. Ouais, voilà. Donc on peut venir avec des enfants. En termes de budget, alors moi je raisonne plutôt par personne. Oui, bah par personne. Un adulte, ça va être 2000 plus le billet d'avion, on va dire, ça fait un budget de 2 500 € par personne. Tu trouves des offres moins chères, plus vers les 2000, Mhm. 1700, 2000, mais il faut vérifier les activités. Après, si on s'y prend en avance, que on loue un logement bien en avance, on peut avoir des choses qui vont être un peu moins chères parce que de la dernière minute, bah voilà, c'est pas évident. C'est un voyage qu'il faut vraiment préparer, quoi. Donc je pense que tu peux certainement faire un petit budget à 1500. Il y a aussi l'équipement en fonction Oui, ça de c'est ce que comment tu tu fais pars. avant, oui. Si tu vis un peu dans une région montagneuse, que tu as déjà des vêtements de ski Oui, ça et va. de froid, ben voilà. Mais tu vois, des sous-vêtements en laine mérino, ça coûte quand même, hein, c'est assez cher. Ouais, c'est Bon un vrai après, on peut budget. les réutiliser, hein. Moi, ma laine mérinos, je mets ça à Paris quand j'ai froid, je mets ça en sous-pull et c'est très bien quand ça m'évite de mettre des gros pulls. Donc on peut réutiliser, mais voilà, faut préparer parce que j'ai l'impression que là, il y a de plus en plus de gens qui viennent en Laponie sans savoir, qui prennent leur billet d'avion et qui se disent bah j'arrive. Et après se disent bah mince en fait comment je fais pour le loger pas cher parce que tout est pris. Ou je suis arrivée, j'ai un logement, mais ah ouais les activités elles sont chères, mais comment je fais? Donc après ça a un côté un peu déceptif. Donc je pense qu'il faut bien préparer et savoir ce qu'on a envie de faire et se laisser le temps quoi. Absolument. Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir par des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Ah ouais. Quelle est la destination que tu as faite et que tu aimerais vraiment faire découvrir à ta fille? Ah, sans hésiter, l'Australie. Ah! Ah oui, alors on est encore très très loin de la Laponie. Ah ouais, ouais. Bah, l'Australie, c'était pas une destination qui me faisait vraiment rêver. Voilà, je me disais, ça serait bien de découvrir l'Australie, mais c'est tellement loin et tout que voilà, je me suis dit, bon, peut-être qu'on le fera pas. Et puis, Jérôme a gagné un billet d'avion une année. Waouh! Donc, bah, j'ai payé mon billet d'avion. En disant, bon, on en a un gratuit, donc allons-y, on y va. Et on est resté, je crois, 6 semaines en road trip. Et j'ai vraiment adoré. C'était, je sais pas, ouais, pour la faune et la flore, c'était vraiment magnifique. Les animaux, les kangourous, enfin, Des kangourous! ouais, non, ça fait rêver d'ici, mais franchement, quand tu les vois, moi, j'avais envie de voir des kangourous tous les jours, quoi. Donc, ouais, j'aimerais bien retourner là-bas, et des fois, je plaisante en disant à Jérôme, moi, on va même pas lui dire que l'Australie existe, en fait, parce que ça se trouve, elle voudra y vivre, et elle sera trop loin de nous plus tard. Donc, non, ça n'existe pas. L'égoïste que je suis. Mais non, ouais, je pense qu'on fera, on le refera certainement, ou sinon, il y a la Nouvelle-Zélande qu'on ne connaît pas et qu'on aimerait beaucoup. Donc, peut-être qu'on fera la Nouvelle-Zélande. On verra. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Alors en fait, moi j'ai un truc en tête. Parce que Ouais. votre arrivée cette année, elle était quand même rocambolesque. Ouais, j'allais te dire, c'était pas vraiment un voyage, donc ouais, je peux te raconter ça. On pense à la même chose donc. Ouais. Donc Ah en bah gros, vas-y, j'adore. début novembre, Jérôme, lui, remonte en Laponie en van avec nos affaires. Donc il a le van, il a le chat, il a une remorque où on a mis toutes nos affaires dedans, pas mal de trucs. Et lui, il a quoi, 3 jours de trajet. La nuit, il dort dans le van, il a un matelas et tout. Et moi et Lucie, on rentre en avion parce qu'avec la petite, c'est compliqué de faire 3 jours. Ça Bah prendrait oui. beaucoup trop de temps. Donc, et j'atterris à Rovaniemi au lieu de Kittilä en me disant, bah comme ça, on fera le dernier bout de chemin ensemble. On sera tous les trois, ça va être cool. Et puis, il arrive avant nous à Rovaniemi. Il fait un stop dans une autre ville avant, je sais pas, je crois que c'est à 2 heures de route de Rovaniemi, voir un ami, lui remettre des trucs. Et puis, il arrive à Rovaniemi bien en avance. Et puis,
Voilà, il va nous récupérer et avant de nous récupérer, il doit installer le siège auto. On a acheté un nouveau siège auto qu'on avait mis dans la remorque. Il sort ce truc pour l'installer et tout. Et là, il se rend compte que sur la remorque, en fait, c'est une remorque qui est fermée et qu'il a perdu la porte arrière de la remorque. J'atterris et il me dit j'ai perdu la porte de la remorque, je fais un petit peu le sens inverse parce que je veux retrouver ma porte. Alors moi, je lui dis ouais, t'inquiète. Et puis, on se retrouve. Et puis, il a pas retrouvé. Donc, il me dit, est-ce que ça te dérange de faire un peu plus de route? Je fais, non, non. Bon, moi, je me dis, bon, c'est qu'une porte de remorque, c'est bon, quoi. Bon, après, il m'a dit, ouais, il va falloir faire du sur-mesure, ça va être super chiant, ça va nous coûter de l'argent et tout. Bon, bref. On arrive à la voiture et tout, moi, j'étais plutôt bien. Et puis, d'un coup, je lui dis, mais la poussette. Et là, il me dit, mais, bah, j'ai perdu la poussette. Et en fait, on avait chargé en dernier la poussette dans la remorque qui était vers le fond en fait. Mhm. Et je pense que je le savais quelque part. J'ai posé la question en mode t'as pas perdu la poussette, tu me l'aurais dit. Non, il l'avait pas remarqué en fait. Donc là, il me dit ah ouais, on a perdu la poussette, on a perdu 2 enjoliveurs et puis des bidons d'Adi Blue ou je sais pas quoi. Ah là là. Donc on fait chemin inverse que je tiens à ma poussette. Bah tu m'étonnes. Donc chemin inverse et puis il neige en plus, donc on se dit bah merde, il neige donc on va pas voir. Et puis la route c'est vraiment des routes toutes droites et puis il y a des fossés en fait, donc tu vois pas en fait dans les fossés. Et puis en plus on est à sens inverse, donc quand on va revenir on verra mieux. Donc on a fait je pense quasiment 1 heure et demie de route. On a même croisé le chasse-neige en se disant bah ouais mais le chasse-neige c'est bon il va l'avoir trouvé. Le mec parle pas anglais, il nous dit non, non, donc on se dit bon allez, on continue. Puis on n'avait pas mangé, donc on est en train de se speeder en plus pour trouver un supermarché et se dire on va manger parce que moi quand je vais à Rovaniemi, je vais m'acheter des sushis, c'est le truc qui me manque et j'en rêvais. Et donc là, ouais, supermarché et il me dit ouais bah le supermarché il est un peu plus loin, mais quand on revient, il faut qu'on tourne à droite là parce que j'ai fait un demi-tour, je sais pas ce qu'il avait fait là-bas. Donc ok, on arrive à cette intersection et là arrêt de bus et je vois la porte posée à l'arrêt de bus. Je fais la porte et tout. Waouh. Il va. Donc on se dit bah ouais il y a quelqu'un qui a ramassé la porte qui devait être par terre et puis voilà il l'a posée là pour qu'on la voie. Donc il ramasse sa porte. Moi je marche un peu plus. En plus je suis en jean, je suis pas du tout équipée. Je crois que j'ai même pas de manteau. Et je regarde si je vois ma poussette. Je vois pas de poussette. Et puis il y a une voiture qui passe. Et puis je commence à faire demi-tour vers la voiture et la voiture se stoppe. Puis moi là j'étais un peu énervée donc je me dis qu'est-ce qu'ils veulent, c'est bon, j'ai pas de problème. Donc je continue de marcher et en fait ils commencent à faire marche arrière carrément. Donc je vais jusqu'à la voiture, donc un couple et une ado et là ils me demandent si je parle finnois, suédois, je leur dis non non English et ils me disent ouais il y a un bagage plus loin. Ah ok, il y a un bagage, je me dis ah mais c'est ma poussette. Donc j'essaie de leur dire que est-ce que c'est une poussette et tout. Ouais, c'est au pont là-bas. Donc je sais pas trop ce que c'est. Ils attendent, donc je retourne au van et je dis à Jérôme ouais le mec je sais pas ce qu'il me dit, il me parle de bagage. Et là Jérôme qui s'exclame et qui me dit oh merde j'ai perdu mon bagage. Donc là j'hallucine et en plus j'éclate de rire parce que je me dis non mais attends mec, Mais c'est ça. t'as pas pensé que là il y a ton gros sac de voyage qui est énorme. Tu l'as perdu, tu t'en es pas rendu compte. Donc on va jusqu'au pont, ma poussette était pliée, posée sur le côté, donc le Génial. mec voilà l'avait retrouvée et posée. Je crois qu'on a retrouvé aussi des enjoliveurs et là le gars s'arrête et nous explique et il nous dit non mais j'ai trouvé un sac de voyage, je l'ai pris et je l'ai rapporté à mon boulot. Je vais le chercher. Donc il s'est barré, il est parti chercher le sac de voyage et il nous l'a ramené. Incroyable. Et là, on se dit, mais il y avait personne sur la route, pourquoi le mec, il passait à ce moment-là, pile au moment où j'étais dehors et qui s'est dit, tiens, on est en train de ramasser nos affaires, quoi. Et en fait, je pense qu'il revenait certainement du supermarché. Mais voilà, on a eu Quelle vachement de bol. chance. Et en fait, on roulait et on se disait, ah, il nous arrive des merdes souvent, et souvent on a de la chance. Donc si c'est toujours la même vibe, c'est bon, on va les retrouver. On avait vraiment du mal à y croire en se disant ouais c'est mort, mais en même temps on est en Finlande et en Finlande et les gens ils sont pas à voler et je pense encore moins quand il s'agit de matériel pour la famille parce que la famille c'est sacré ici.
Et moi, une fois, j'ai laissé mon portefeuille sur le comptoir d'un bar. Je suis revenue une demi-heure plus tard, le portefeuille il est toujours là. Ah Donc oui. voilà, je pense que ça aurait eu lieu en France. C'était bye bye nos affaires, quoi. Ça aurait été peut-être différent. Ouais, voilà. Donc voilà la péripétie. Donc du Ah là coup, on là, n'a pas oui. mangé parce que c'était fermé. Et en plus, ouais, on s'était éloigné, donc on a pris un autre chemin et on n'est pas repassé par Rovaniemi, donc pas de supermarché ouvert et on est rentré chez nous. Il était super tard, il était plus d'1 heure du mat, je crois. Ouais, mais Donc, au moins vous mais on aviez avait tout nos affaires. récupéré. Ouais. Voilà. Mais enfin, c'était quand je l'ai lu, quand tu l'as raconté, je fais mais non, mais c'est pas possible. Enfin, Et si. quelle chance vous avez eue. Ouais, et puis c'est vraiment pas de bol parce qu'en plus Jérôme, avant de partir, il avait renforcé la fermeture de la porte avec je sais pas trop quoi parce qu'il fallait Ça il n'a a pas peur qu'on fonctionné. lui vole la remorque ou qu'on l'ouvre pendant la nuit quand il dort, etc. Donc il avait fait tout un système. On sait pas finalement s'il avait vraiment fermé à l'extérieur les portes et que c'est pour ça qu'avec les vibrations à force ben voilà ça a poussé et puis c'est tombé quoi. Bon, ça n'arrivera plus, mais voilà, c'est le genre d'anecdote qui peut nous arriver en voyage. C'est tout nous, quoi. Bon, tout est bien qui finit bien. Ouais. Votre prochaine destination en famille? C'est pas décidé, mais on avait en tête l'Ouest canadien Mhm. au début de l'été. On aimerait bien faire ça. Puis on rêve de la Polynésie, c'est aussi. Après, c'est différent, quoi. Donc Oui, puis c'est que des trucs chauds après 5 mois de froid. ouais, ouais, ouais. Mais ouais, il nous faut un voyage en tout cas au soleil avant d'enchaîner la saison. Ça c'est vraiment le truc qui nous fait du bien. Si on fait une année où on n'a pas voyagé, on n'a pas vu autre chose et qu'on renchaîne directement, c'est vrai que C'est les dur. 4 mois là, c'est dur. Ouais. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Eh bien la Nouvelle-Zélande. Ok, je l'ai dans les tours du monde. C'est Ouais, souvent une destination tour du monde. ouais, souvent. Mais je n'ai pas un épisode complet, donc l'appel est lancé. Ouais, bah tu as les blogueurs Un duvet pour deux qui y sont en ce moment en famille Ah, avec leurs jumeaux. Donc, je eh sais ben pas écoute, s'ils auront le temps et l'envie, mais en tout cas, je sais pas combien de temps ils y sont, mais ouais, ils sont là-bas en famille et ça a l'air d'être assez cool. eh ben je vais leur demander. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Alors j'ai mon blog, je Mhm, papote. Je suis moins active quand même, mais il y a pas mal d'infos sur la Laponie. mhm. Et après, j'aime beaucoup Instagram, même si des fois c'est chiant. Euh, Toi-même tu sais. Mais oui. Mais ouais, j'aime bien partager des infos. Alors je partage pas toute ma vie parce que voilà, je trouve que des fois faut être aussi dans le moment présent. Mais je partage avec plaisir. J'ai pas mal de gens qui me posent des questions, voilà, des infos pratiques. Est-ce qu'on trouve ça en supermarché? Tant que je peux répondre, je réponds avec plaisir. Et tu n'as pas cité ton Insta, justement. Oui, et mon Insta qui s'appelle aussi Je Papote. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Ça marche. Merci beaucoup Céline pour cette très chouette visite guidée de la Laponie, en tout cas de certaines parties de la Laponie. Eh ben merci à toi. Et puis on a réussi finalement à faire Oui, cet épisode. parce que pour la petite histoire, on a déjà essayé l'hiver dernier, mais Lucie n'a pas voulu dormir ce matin-là, et donc on a été obligé d'arrêter. Et on s'était dit qu'on le referait à un moment donné, et ce moment c'était Et aujourd'hui. voilà. Et ben merci beaucoup, et puis à bientôt. Merci Stéphanie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un s, _blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.